Chers Thaï respectés, chers Sangha, aujourd'hui nous sommes le 18 octobre 2020. Nous sommes dans la salle de méditation, l'Assemblée des stars, des étoiles, au hameau du bas. C'était une journée de pleine conscience de la retraite de 3 mois des pluies. Aujourd'hui, il fait très beau ici. Le soleil brille. Et j'espère que tout le monde va bien. Après l'enseignement, nous allons avoir la marche méditative. J'espère que chacune pourront nous réjouir de nos pas, du soleil qui brille, de la nature qui est si belle autour de nous. Lorsque je fais un pas, quand je marche, avec la conscience que la Terre-Mère me soutient, je me sens beaucoup plus légère. Je me sens à l'aise, détendue. Et je me sens touchée par la Terre-Mère, touchée par sa capacité de ne pas discriminer, sa capacité à embrasser et à être humble. La Terre-Mère ne discrimine personne, ne fait pas de discrimination. Elle embrasse tout ce qui est. Donc, peu importe combien il y a de personnes sur Terre, la Terre-Mère a toujours de l'espace pour tout le monde. Nous n'avons pas besoin d'envahir le territoire d'autres personnes pour pouvoir nous réjouir et profiter de la Terre-Mère parce que la Terre a de la place pour tout le monde. Et si vous marchez avec cette sorte de conscience, vous avez ça présent à l'esprit, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide à arrêter nos pensées, à revenir à nous-mêmes et à guérir. À revenir et se rendre compte des bonnes qualités qui sont là présentes en nous. Et nous pouvons apprendre beaucoup de la Terre-Mère. Parfois, je veux toucher la terre et l'embrasser parce qu'elle est vraiment très aimable, aimante. Elle nous offre beaucoup. Et alors, on a envie de faire quelque chose pour offrir à la Terre-Mère en retour.
On veut faire quelque chose pour que la terre-mère soit en bonne santé, qu'elle soit fraîche et heureuse, pour pouvoir continuer à nous réjouir, à profiter d'être avec elle. Donc chacune d'entre nous avons peut-être nos propres manières de protéger la terre-mère. Et je souhaite à tout le monde de nourrir cette conscience en nous-mêmes, en tant qu'individu et en tant que sangha, en communauté. Notre corps, notre être, notre humanité est composé de 5 agrégats. Et sans les 5 agrégats, il n'y a pas d'être humain. Alors, je vais dessiner au tableau pour qu'on puisse voir. Les 5 agrégats, nous les décrivons comme une mandarine. Et le premier, c'est la forme. La forme, c'est le corps. Pour nous, c'est le corps. Notre corps, ce corps est fait de nos parents. Sans nos parents, ce corps ne peut pas exister, n'est-ce pas? Sans nos grands-parents, et on peut remonter toute la ligne de nos ancêtres. Grâce à nos ancêtres, nous pouvons exister. Et aussi grâce à la nourriture. Sans nourriture, on ne peut pas exister. Grâce à la terre, parce que sans la terre, nous ne pouvons pas exister non plus. Grâce à l'eau, au soleil, aux arbres, à l'air, l'environnement, la culture, l'éducation. Donc, tous les éléments se rassemblent pour que ce corps puisse exister. Donc, si on sépare toutes ces conditions, ce corps ne peut pas exister. Si on sépare toutes ces conditions, on peut voir que dans les conditions de chaque individu, il y a beaucoup d'éléments. Par exemple, la nourriture, grâce à la terre, au sol, au soleil, à l'eau, aux fermiers, les agriculteurs, les cuisiniers, etc. Nous avons de la nourriture grâce à tous ces éléments. Donc nous sentons que nous intersommes les uns avec les autres, parce que si nous séparons ces éléments, nous ne pouvons pas exister. Et on peut voir alors qu'on est reliés les uns aux autres de manière intimement reliés les uns aux autres. Tous les éléments se rassemblent pour que nous puissions nous manifester. On ne peut pas exister par nous-mêmes séparément. Et le deuxième agrégat, c'est les sensations. Nous avons une sensation heureuse, agréable,
Donc il y a trois sortes, les sensations plaisantes, déplaisantes et neutres. Et c'est la même chose pour les sensations, elles intersont les unes avec les autres. Elles ne peuvent pas exister par elles-mêmes. Par exemple, vous êtes assis ici, vous êtes heureux et ça me rend heureuse. Et si je vois sur vos visages que tout le monde souffre, alors je ne peux pas du tout être heureuse moi-même. Je peux voir que vos yeux sont lumineux quand vous m'écoutez, alors je suis heureuse. Mais si vous vous endormez tous, alors peut-être que je ne me sens pas très inspirée à partager. Et je suis un peu moins heureuse. Et donc, vos sensations sont faites d'autres sensations et mes sensations sont faites des vôtres aussi. Alors nous intersommes de cette manière aussi. Donc on ne peut pas dire ah ça c'est mes sensations, j'en prends soin et t'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Parce qu'en intérêt, même si je te dis t'inquiète pas, on nourrit les sensations les uns des autres. Le troisième agrégat, c'est la perception. Je l'écris plus gros parce que c'est plus important. C'est pas parce que c'est plus important, mais c'est parce que j'arrive pas à dessiner de manière égale. C'est la même chose avec les perceptions. Tai nous enseigne que 90% de nos perceptions sont erronées. Ce sont des perceptions fausses. Et on a la tendance à en créer plus encore. Quand on voit les choses, on ne voit pas les choses dans leur réalité telles qu'elles sont vraiment. Donc on crée des histoires en nous-mêmes. Et on a des perceptions erronées. Par exemple, ce matin, on a vu une personne qui marchait très vite. Et on ne s'est pas rendu compte on n'a pas bien vu qui c'était. Et cette personne ne m'a pas regardé. Et plus tard, j'ai découvert que quelque chose manquait à la maison. Et on a tout de suite pensé que c'est cette personne qui marchait très vite, que j'ai pas reconnue, qui a appris cette chose. Et alors tout de suite, on crée une histoire dans notre tête. Mais peut-être que c'était quelqu'un qui était inquiété, qui s'inquiétait ou qui était en retard et donc il marchait très vite. Mais comme j'ai pensé à quelque chose, j'ai créé une perception. Parce qu'il y a quelque chose qui me manquait, j'ai pensé que cette personne l'avait pris. J'ai créé une histoire dans ma tête. C'est pour ça qu'on doit être très prudent par rapport à nos perceptions. Et nous pouvons nous demander, est-ce que je suis certain de ça? Est-ce que j'en suis sûr? On peut se le demander très souvent pour faire en sorte que ce qu'on pense, c'est plus proche de la réalité. Parce que parfois, ce qu'on voit, ça a l'air vraiment d'être la réalité, mais en fait, c'est pas ça. Donc, on doit vraiment prendre des précautions avec nos perceptions et nous questionner. Mais en fait, nos perceptions ne sont pas nos propres perceptions. Nos perceptions sont aussi faites des perceptions des autres personnes. Ensemble, nous pouvons créer une perception erronée en tant que groupe, comme une communauté aussi. Donc, nous devons être prudents, particulièrement quand on veut contribuer en donnant nos idées sur ce qu'on voit, parfois ce qu'on pense. Parfois, ce qu'on pense ou ce qu'on voit n'est pas correct, n'est pas conforme à la réalité, mais on partage cette pensée et l'autre personne reçoit ça comme la vérité. Et il peut le répéter à une autre personne. Et petit à petit, tout le monde pense que c'est juste. Mais en fait, c'est pas juste. C'est juste basé sur la perception. Donc, on doit être prudent avec la perception. Et le quatrième agrégat, c'est formation mentale. Nous avons 49 formations mentales.
Parfois on dit qu'on en a 51, parfois on dit qu'on en a 49, parce que la perception est aussi une sorte de formation mentale. Les sensations aussi font partie des formations mentales, mais elles sont assez particulières, donc on les explique séparément pour mieux les expliquer. Parfois, donc, on dit qu'on a 49, parfois 51 formations mentales en nous, comme la colère, l'avidité, la jalousie, mais aussi la compassion, la pleine conscience, la compréhension. Tout ça, c'est des formations mentales. Et nos formations mentales intersont aussi avec celles des autres personnes. Parfois, nous sommes très paisibles. Nous sommes assis tranquillement, nous profitons de la nature. On parle l'un avec l'autre, on a une bonne conversation. Et soudain, quelqu'un arrive. Et cette personne est très en colère. Elle dit quelque chose. Et d'un seul coup, notre paix disparaît. Et on devient un peu inquiet, anxieux, et parfois on se met en colère aussi. Et donc ça affecte les uns les autres, les formations mentales qui sont en nous. Nos formations mentales sont aussi faites des formations mentales des autres. Donc c'est pour ça qu'on doit être prudent. On doit nous nourrir nous-mêmes pour pouvoir avoir des formations mentales paisibles, belles, pour pouvoir offrir les uns aux autres ces formations mentales. Parce que ce que nous faisons affecte les autres. Les personnes qui sont proches ou loin, même avec le téléphone. Les personnes peuvent profiter de notre être, de comment on est à ce moment. Si on est heureux, ils seront heureux. Si on est soucieux, anxieux, alors ils deviendront aussi anxieux. Donc on n'affecte pas seulement les personnes qui sont proches de nous, mais aussi les personnes partout sur la Terre. Les formations mentales n'ont pas sont sans lieu, sont non locales. Elles sont ici, mais elles ne sont pas localisées dans un endroit particulier. On ne peut pas les trouver dans l'espace. Je me souviens d'une histoire qui s'est passée entre un disciple et son maître zen. Et un jour, le disciple a demandé à son maître: « Cher maître, mon esprit n'est pas très paisible. S'il vous plaît, enseignez-moi comment aider mon esprit, comment le rendre paisible. » Et le maître a dit: « Amène ton esprit ici, je vais pacifier ton esprit. » Et le disciple alors a cherché son esprit. Il a cherché partout. Mais il n'a pas pu trouver son esprit. Et il a dit: « Cher maître, je ne peux pas trouver mon esprit. » Et le maître a dit: « J'ai déjà apaisé ton esprit. » Pas seulement notre esprit est non local, mais les sensations, les perceptions aussi n'ont pas de lieu. Mais pas seulement les formations mentales, les perceptions, les sensations n'ont pas de lieu, mais le corps aussi. On pense que le corps est ici, mais en fait, notre corps n'est pas seulement ici.
Notre corps aussi est non local. Et si il n'y a pas de lieu, où est notre colère alors? Où est notre avidité, notre jalousie? Où est notre souffrance? Où sont vos jugements? Peut-être que ça peut être un objet de contemplation pour nous, un sujet de contemplation. Et le cinquième, c'est la conscience. La conscience ici, il s'agit de la conscience du tréfonds, notre conscience profonde. Pas la conscience de l'esprit, mais la conscience du tréfonds. Ici, c'est l'esprit, en partie supérieure, la conscience de l'esprit. La conscience mentale en haut et la conscience du tréfonds. Et c'est la même chose qu'avec la terre-mère. La conscience du tréfonds ne discrimine pas. Elle contient toutes sortes de graines. La bienveillance, la bonté, la compassion, le pardon, la compréhension, la tolérance, toutes les belles qualités. Et aussi les qualités qui ne sont pas encore belles, comme la colère, l'illusion, l'avidité, la haine, etc. Toutes sortes de graines sont ici. Et la conscience du tréfonds est aussi une sorte de formation mentale, mais sous forme de graines. Elle contient les formations mentales sous forme de graines. Quand ces graines se manifestent dans la conscience mentale, elles deviennent des formations mentales. Mais quand elles restent dans la conscience du tréfonds, elles sont sous la forme de graines, au repos dans la conscience du tréfonds. Et ce genre de graines d'ignorance, de haine, d'avidité, elles forment une force, une énergie qui veut s'accrocher à quelque chose, qui veut posséder quelque chose. Par exemple, quand on voit une fleur qui est très belle et qu'on aime beaucoup, alors on veut la prendre. On veut qu'elle soit à nous. C'est à cause de notre graine d'avidité. Il y a bien sûr plusieurs niveaux d'avidité, mais on veut la fleur. Et si on n'observe pas notre esprit, peut-être on trouve un moyen de ramener chez nous cette fleur pour pouvoir en profiter à la maison. Et peut-être que notre esprit est tout à fait paisible parce qu'on pense toujours comment je vais pouvoir ramener cette fleur à la maison. Si c'est dans la nature, on la prend parce qu'on dit que ça appartient à personne et on la ramène à la maison. Mais quand on sait que la fleur appartient à quelqu'un, on ne peut pas la lui acheter, on va essayer de trouver une solution pour la prendre avec nous à cause de notre avidité. On s'accroche, on veut posséder. Et quand on s'accroche aux choses, on n'est pas en paix. Pas seulement les objets auxquels on s'accroche, mais aussi nos idées. On ne veut pas lâcher prise de nos idées. C'est pour ça qu'on souffre.
Donc il y a une énergie qui se forme ici dans la conscience profonde, elle est très forte. Et ça s'appelle Manas. C'est une opération de Manas. Manas vient de notre conscience du tréfonds. Il monte. Ensuite, elle retourne à la conscience du tréfonds. Et elle embrasse la conscience du tréfonds. Ça, c'est à moi, c'est le mien, c'est moi. Ça, c'est Manas qui crée ce genre de... C'est une opération de Manas, de penser comme ça. Quand nous pensons je fais, je pense, c'est mon idée, c'est à cause de ça, c'est à cause de Manas. Et ça crée beaucoup de problèmes. Manas ne voit pas que nous intersommes. Mais Manas nous voit comme un être séparé. Je suis différente de toi. Tu es hors de moi. Je n'ai rien à voir avec toi. Ça, c'est Manas qui parle comme ça en nous. Et parce que Manas voit comme si tu étais différente de moi, on commence à comparer. Parce que Manas voit que nous sommes différents. Je suis différente de toi, tu es différente de moi. Je suis meilleure que toi. Vous avez moins de bonnes qualités que moi. Je fais ça très bien, tu ne le fais pas aussi bien. Je suis prudente, mais pas toi, pas tant que ça. Et comme on compare comme ça, ça devient des complexes d'infériorité, de supériorité et même un complexe d'égalité. Et on crée beaucoup de souffrances les uns pour les autres, pour nous-mêmes et pour les autres. Donc quand on compare, on peut savoir d'où ça vient. Donc la pratique nous aide à transformer Manas. Donc on doit être prudent et sage. Il y a deux sortes de sagesse. L'une que nous appelons la sagesse acquise.
La sagesse qui nous permet de faire des recherches, d'analyser, de raisonner. Et une autre sorte de sagesse, c'est la sagesse racine qui est là. Nous sommes pleins d'irritation, de colère, d'illusion, d'ignorance. C'est pour ça que cette sagesse-là ne se manifeste pas, la deuxième mentionnée. Et donc avec la pratique, on s'apaise, on lâche prise de ces sortes de formations mentales, on les aide à se calmer pour que la sagesse racine puisse se manifester. Et où est-ce qu'elle se manifeste? Et quand elle se manifeste, et quand Mana s'est transformé complètement, nous appelons ça le miroir parfait de sagesse qui reflète la sagesse. Nous voyons les choses clairement, nous voyons les choses dans la réalité. Pas seulement la forme, mais il y a beaucoup de conditions qui se rassemblent pour que la fleur se manifeste. Toutes les actions sont aussi de même nature. Par exemple, nous avons cette journée de pleine conscience. Ce n'est pas une personne en particulier qui fait que cette journée se déroule, mais il y a beaucoup de conditions qui se rassemblent. Nous avons le programme, nous avons les personnes qui nettoient l'endroit, les personnes qui cuisinent, nous avons les personnes qui mettent en place la salle de méditation. Tous ces éléments se rassemblent et il n'y a pas à penser qu'une personne particulière fait surgir un jour de pleine conscience. On a besoin de toutes ces conditions. C'est bizarre quand on pense comme ça. C'est pas habituel. Mais en fait, toutes ces choses se rassemblent pour que le jour de pleine conscience puisse se manifester. Et peu importe qui fait quoi, ce qui a besoin d'être fait, c'est tout. Et quand on pense, ah, je dois faire ça, c'est moi qui fais ça, alors il y a des problèmes. Parce que là, il y a un soi. Le soi est créé par Manas. Chacun contribue en apportant ses bonnes qualités, les bons éléments pour que les choses se manifestent. Et dans la Sangha, dans la famille, chacun a ses propres talents pour contribuer à la famille, à la communauté, pour son bonheur. Ma famille un groupe, on utilise Yalo, c'est comme Skype, et on utilise pour parler les uns avec les autres parce qu'on est dans différents endroits et ça me nourrit beaucoup. Et un jour, j'ai dit aux membres de ma famille que tout le monde dans ma famille a des talents. Et ma grande sœur a dit, tout le monde a des talents, mais pas moi. Je suis juste capable de rire. J'ai rien à faire.
Et je lui ai dit, rire, c'est aussi une très bonne qualité. Et faire rire les autres, c'est aussi une très bonne qualité. Alors, chacune contribue, donne sa part, fait sa part pour la communauté, pour le bonheur de la communauté, le bonheur de la famille. On ne dit pas, je fais tout, c'est moi qui fais tout et toi tu fais rien. Je nettoie la maison, je lave la vaisselle, je prends soin des enfants. Et toi, tu fais rien. Mais nous savons que si cette personne n'est pas heureuse, alors on ne peut pas être heureux non plus. Si cette personne souffre, nous souffrons. Donc nous prenons soin de nous-mêmes. Et en faisant cela, nous prenons soin des autres. Pas seulement au sein de la famille, mais aussi pour toute la communauté, pour le monde entier. Et c'est grâce aux différences dans la famille, dans la communauté, que nous devenons plus heureux. Si nous étions tous pareils, ce serait vraiment ennuyeux. Un jour, je me suis massé les pieds, les orteils. Je ne sais pas si vous massez de temps en temps les pieds, les orteils. Vous pouvez vous donner un massage pour essayer. Et la paix d'un orteil est la paix du corps tout entier. Et je me suis rendu compte que les orteils n'ont pas la même taille. Ils sont tous différents les uns des autres. Mais grâce à leur différence, nous avons des pieds très beaux. Et si tous les orteils étaient pareils, de la même taille, ce serait assez bizarre. C'est la même chose avec la Sangha. Si tout le monde était pareil, la Sangha serait vraiment ennuyeuse. Et c'est parce que nous sommes différents, divers, que la Sangha peut être diverse, vraiment vivante. Il y a un bodhisattva qui s'appelle Sadapariputta. Il ne doute jamais et il ne sous-estime jamais les capacités des autres. Quand il voit quelqu'un, il dit toujours à cette personne, « Tu es un Bouddha en devenir, je vois ce potentiel en toi. » Chacun a des bonnes qualités et nous les arrosons pour qu'elles puissent se manifester.
Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, il n'y a pas de questions. Pas de questions, ça veut dire que nous n'avons aucun problème, aucune souffrance. Tout le monde pratique parfaitement. On devient des miroirs de la compréhension parfaite. On se voit parfaitement clair, très clairement. Suko, vous avez une question? Est-ce que vous pouvez parler plus des formations mentales? La conscience du tréfonds? Je n'entends pas suffisamment. Je pense que Roinim va répéter. Merci, Suko. Ça, Chan dit qu'il y a 49 formations mentales, mais on n'a parlé que d'une ou deux. Quand les conditions se rassemblent pour qu'une chose se manifeste, on appelle ça une formation. Et par exemple, le corps, beaucoup de conditions se rassemblent pour que ce corps se manifeste. On appelle ça une formation physique. Cette table, on appelle ça une formation physique. Mais ces graines qui sont dans notre esprit, quand ça se passe dans notre esprit, on appelle ça formation mentale. Donc il y a beaucoup de formations mentales, comme la colère, l'avidité, l'ignorance, l'ego, la haine, le doute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La foi, la détermination, la compassion, la tolérance, la bonté aimante, bienveillance, la patience, la joie, le bonheur, le regret, la honte, la peur. Toutes ces formations mentales, tout ce qui se manifeste dans votre esprit, qui peuvent vous faire souffrir ou vous rendre heureux, toutes ces choses sont appelées formations mentales. Si vous voulez en savoir plus, peut-être vous pouvez rechercher sur Internet. Mais en gros, la peur, la jalousie, le désespoir, la comparaison, toutes ces sortes de formations mentales nous font souffrir. Et la compassion, la bienveillance, la compréhension, la tolérance, le pardon,
nous apporte le bonheur. Donc, toutes ces choses sont appelées formations mentales et elles sont toutes présentes dans la conscience du tréfonds en tant que graines. Lorsqu'elles ne se manifestent pas, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Elles sont là, elles sont présentes. Et lorsque quelque chose se produit qui arrose ces graines, ça les fait se manifester en tant que formation mentale. Ça déclenche cette graine qui du coup se manifeste en tant que formation mentale. Par exemple, pour la peur, la formation mentale de la peur, ce n'est pas parce que vous avez envie d'être en colère que ça manifeste, mais c'est parce que beaucoup de conditions se produisent et se rassemblent que cette colère se manifeste. Par exemple, si je dis à une sœur, s'il te plaît, ne fais pas ça, mais cette sœur continue à le faire. Et je lui dis une deuxième fois, mais elle continue à le faire. Et je lui dis de nombreuses fois de ne pas le faire et elle continue à le faire. Et au bout d'un moment, quand je le vois, je suis en colère. La colère se manifeste parce que toutes ces conditions arrosent la graine de colère en moi. Certains ont des graines plus ou moins fortes. Par exemple, ma colère peut être très forte. Ma graine de colère peut être très, très forte. Ce qui veut dire que quand je touche quelque chose, je suis en contact avec quelque chose que je n'aime pas, la colère se manifeste très facilement. Mais peut-être pour d'autres, la graine de colère n'est pas aussi forte. Et donc, lorsqu'ils sont en contact avec les mêmes conditions, ils arrivent à ne pas être en colère du tout. Mais peut-être pour d'autres personnes, c'est la graine de peur qui est très forte. Et donc, lorsqu'ils voient quelque chose un petit peu étrange, ils sont facilement effrayés. Peut-être pour d'autres, ce n'est pas la graine de peur. La graine de peur n'est pas si forte. Donc, lorsqu'ils voient quelque chose de surprenant, d'étrange, ils ne sont pas effrayés du tout. Et donc, notre pratique, c'est de nous assurer que ces graines qui nous apportent la souffrance deviennent plus faibles. Donc, lorsque cette formation mentale se manifeste, par exemple la peur, la colère, lorsqu'elle se manifeste dans notre esprit, on les reconnaît, on leur sourit, on les calme, on les apaise. Et en faisant cela, la graine devient de plus en plus faible. Et peut-être la prochaine fois, quand on quand on est dans la même situation, la peur ne se manifeste pas du tout. La colère ne se manifeste pas du tout non plus. Et comme je dis avant, parce qu'il y a besoin de beaucoup de conditions différentes, nos parents, la nourriture, l'eau, l'environnement, la culture. On n'est pas constitué d'un seul élément en particulier. Donc on partage le même environnement peut-être avec d'autres personnes, mais on a eu des parcours différents. Donc quand on veut comprendre une autre personne, on doit comprendre son parcours de vie également, pas uniquement son environnement. Peut-être on peut voir qu'une personne est très facilement en colère et qu'une autre personne ne se met pas facilement en colère parce que son parcours de vie est différent.
Donc, mes formations mentales, mes graines, sont différentes des vôtres. Donc, en regardant profondément, on peut comprendre les autres. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour vous, grande sœur. Si chaque jour on arrose les graines de bonté aimante, alors la graine de bonté aimante se renforce au fur et à mesure. Et ça devient une énergie d'habitude. Donc, quoi qu'on fasse, on finit par apporter dans cette action notre bienveillance, notre compassion. Donc, mais si on n'a pas la compassion, ou on a l'impression qu'on n'a pas encore de compassion tellement dans notre esprit ou de bienveillance, chaque jour, on peut les arroser par des actions particulières. Par exemple, offrir quelque chose à notre frère, à notre sœur, aux membres de notre famille, dire quelque chose de bienveillant. Si on fait ça chaque jour, notre compassion et notre bienveillance se renforcent. Et la graine de compassion dans notre conscience du tréfonds devient plus solide également. Donc notre pratique quotidienne nous aide à nous manifester joliment, à manifester nos belles qualités. Donc chaque jour dans ma pratique, je choisis une belle qualité que je souhaite cultiver et arroser pendant la journée. Et une qualité qui n'est pas si belle à pratiquer pour transformer. Et comme ça me permet d'être équilibré dans ma pratique. Et je vois que jour après jour dans ma pratique, ça se manifeste de plus en plus naturellement. Quand je veux pratiquer la bienveillance ou je ne veux pas cultiver la colère, et je vois que progressivement, je vois que toutes mes actions deviennent imbibées de bienveillance et de compassion. Même si je ne pratique pas consciemment et volontairement, je vois qu'au fur et à mesure de ma pratique, ça se manifeste naturellement dans toutes mes actions. Est-ce que c'est suffisamment clair, grande sœur? Merci, grande sœur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît. What is what? Where is the conscience of the body in your drawing? Où se trouverait la conscience du corps dans sur votre dessin sur le tableau des 5 agrégats, je pense. Your consciousness of the body on your drawing. What is our friend is asking where is the consciousness of the body in the drawing? Donc on répète la question. Où est-ce qu'on trouve la conscience du corps sur le dessin qui est au tableau? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
Donc, quand vous avez parlé de la conscience, des 5 agrégats, l'agrégat de la conscience, vous avez dit que la conscience, c'est la conscience du tréfonds. Et vous avez parlé des 5 agrégats comme étant le corps, les sensations, les perceptions, formation mentale, la conscience. Et donc, où se trouve la conscience du corps sur ce dessin? Parce qu'on a l'impression que le corps est d'un côté, la conscience de l'autre côté. Et où se trouve cette conscience du corps, justement? Nam thức đầu. Bởi vì một trong năm thức là cái thức tức là eye, ear, nose, tongue and body consciousness. Thì vẽ đi. Năm cái. Thank you. Je ne sais pas si elle a répété la question ou si elle a donné la réponse. Alors, en fait, ces 5 agrégats intersont également. Par exemple, ce corps, s'il n'y a pas de conscience, alors ce corps ne peut pas se manifester. Ce corps n'est pas seulement le cerveau, le visage, les mains, les jambes et tous les organes. Parce que s'il n'y a pas de conscience, le corps devient un corps mort. Même si ce n'est pas local, c'est quand même ici. Par exemple, les yeux ne sont pas uniquement les yeux. S'il n'y a pas de conscience, on ne peut pas voir avec ses yeux. Donc, dans notre esprit, on se divise des fois cet esprit en deux, entre la conscience mentale et la conscience du tréfonds, pour pouvoir comprendre une certaine forme. Des fois, on ajoute le manas. Et parfois, on les appelle 5 consciences de plus. La conscience de l'ouïe, conscience auditive, la conscience visuelle. Voilà. La conscience olfactive. Gustative. Et la conscience du corps. Et donc ça, ce sont les 5 premières consciences, les consciences des sens. Puis il y a la conscience mentale, ça fait 6, manas, ça fait 7, et la conscience du tréfonds, ça fait 8. Donc, on peut les expliquer de différentes manières. Par exemple, lorsqu'on dort, peut-être toutes ces consciences des sens, les 5 premières, peut-être pendant qu'on dort, elles ne fonctionnent pas, elles s'arrêtent. En particulier quand on ne rêve pas, mais la conscience du tréfonds continue à fonctionner. Jour et nuit, elle fonctionne. Et si on utilise la conscience mentale, ça utilise beaucoup d'énergie. Mais quand on utilise la conscience du tréfonds, ça n'utilise pas beaucoup d'énergie. Par exemple, si on calme notre esprit, notre corps pour être clair et pour que la sagesse se manifeste, cette sagesse vient de la conscience du tréfonds. On ne fait rien. On laisse la colère s'apaiser, la peur s'apaiser, l'ignorance, pour que cette sagesse profonde se manifeste à partir de la conscience du tréfonds. Est-ce que c'est suffisamment clair?
Merci. Cher Tai, cher Sugo, il y a une question d'un de nos amis en ligne. Cher Cancer, est-il possible de spécifier les différences entre la conscience mentale et les manas, entre les formations mentales et manas? Et une autre question, peut-être si on a le temps, beaucoup de gens souffrent à cause de la maladie, de la pandémie, et souvent je me sens inutile quand mes proches souffrent de la maladie, et je voulais savoir qu'est-ce que je peux faire. Alors je voudrais m'assurer que je comprends bien la question. La deuxième question, c'est quand on souffre de maladie et quand nos bien-aimés sont malades, comment on peut les aider à lâcher prise de la souffrance? Et la première question, c'est la différence entre la conscience mentale et manas. La différence entre la conscience mentale et manas. Ok. Je vais répondre une à la fois. Quand on est malade, notre corps est douloureux et des fois on souffre parce qu'on a mal. Et on doit supporter la douleur, mais la souffrance est optionnelle. On peut souffrir ou non. Ça dépend de nous. Des fois, on souffre parce qu'on a mal, mais des fois, on souffre parce qu'on a peur. On a peur du fait que peut-être on va mourir. On a peur du fait que personne ne prenne soin de nous, qu'on va devenir un poids pour d'autres, par exemple. Mais avec la pratique, on revient en nous-mêmes pour embrasser toutes sortes de pensées qui nous viennent à l'esprit. On peut les apaiser. On peut revenir à notre corps. Et même si on dit que ce corps est non local et que les sensations sont aussi non locales, la souffrance est également non locale, mais ça ne se passe pas à l'extérieur de ce corps. Toutes ces sensations ne sont pas dans ce corps, mais elles ne sont pas non plus à l'extérieur de ce corps. Donc quand on souffre, on peut revenir à nous-mêmes pour embrasser notre être, embrasser notre corps, nos sensations. Et si on porte notre attention, on peut voir que dans notre corps, on accumule la souffrance. Peut-être notre poitrine est très lourde et serrée. Et alors on peut revenir à notre corps pour prendre soin de cette souffrance accumulée. Peut-être dans notre ventre, nos intestins. Et donc on peut revenir à notre corps pour peut-être nous offrir un massage, ça peut aider. Et on souffre parce qu'on n'arrête pas de penser.
Mais si on a la capacité d'arrêter de penser, alors on est sauf, on est sauvé. On peut transformer cette souffrance. Et le fait de revenir à notre corps peut nous aider à arrêter de penser. Parce que les soucis n'aident pas. Le fait de penser sans arrêt, ça n'aide pas. Si vous avez les pensées positives, ça peut être bien, mais si vous pensez de façon négative, plus vous pensez, plus vous vous inquiétez, plus vous souffrez. Donc, en revenant à notre esprit, à notre corps, c'est plus facile. Parce que notre corps, c'est quelque chose de concret, qu'on peut toucher, auquel on peut revenir facilement. Et si on n'a pas l'expérience de le faire pour nous-mêmes, peut-être ce n'est pas facile d'aider les autres à le faire. Donc notre pratique, c'est toujours de le faire pour nous-mêmes. Par exemple, quand on a un mal de tête, on revient à nous-mêmes pour vraiment être présent à ces sensations. Des fois, peut-être on a la douleur dans notre tête et ensuite on souffre, on rajoute de la souffrance à cette douleur. Donc on revient à nous-mêmes pour embrasser, sourire à notre souffrance, à notre douleur, et on peut voir clairement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé qui a apporté ce mal de tête. Et donc, des fois, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans notre cerveau, mais c'est parce qu'il y a une situation qui nous oblige à penser beaucoup et à nous faire beaucoup de soucis. Et donc, lorsqu'on revient à nous-mêmes, qu'on apaise notre esprit, notre pensée, ça aide déjà. Et quand on contemple le fait qu'un jour, on va vieillir, on va tomber malade, on va mourir. Ça, c'est l'impermanence. Tout est impermanent. Et il faut qu'on contemple l'impermanence chaque jour pour pouvoir transformer la peur, transformer la souffrance liée à cette impermanence. Et parce que tout est impermanent, alors quand on est malade, alors on sait qu'on va transformer et on va surmonter cette maladie. Et du coup, il n'y a pas seulement la souffrance, mais il y a également le bonheur. Lorsqu'on est heureux, lorsque je suis heureuse, je sais que je me rappelle les moments de souffrance que j'ai eus. Parce que des fois, quand on souffre, on est submergé par la souffrance. Et on ne pense plus à rien d'autre. Et on pense qu'il n'y a plus que la souffrance. Et on pense qu'il n'y a que la souffrance. Il n'y a jamais de moment de bonheur. Donc, lorsque je suis heureuse, je me rappelle de ma souffrance, des moments de souffrance. Comme ça, je sais que même s'il y a la souffrance, il y a aussi les moments de bonheur. Et cette conscience m'aide à être encore plus heureuse lorsque je suis heureuse. Et ça aide toutes les cellules de mon corps à être heureuses. Et ça m'aide à être encore plus heureuse. Et alors, je suis tellement heureuse. Je suis vraiment tellement heureuse. Et donc, on n'attend pas de tomber malade pour pratiquer. Parce que quand on tombe malade, c'est facile de penser de façon négative. Mais si on cultive notre pratique tous les jours, on la maintient tous les jours, notre pratique se renforce chaque jour. Et ça nous aide à penser de façon positive. Et tout ça dépend également de toutes les conditions qui sont présentes. Par exemple, si dans notre famille, on a des membres dans notre famille, on prend soin les uns des autres, avec cette conscience, avec la bienveillance, la bonté aimante, la compassion, on espère que tous les autres membres de notre famille soient en paix, qu'il y ait des gens qui prennent soin d'eux, que tout se passe bien pour eux. Et on sait que du coup, la souffrance devient moins forte. La douleur s'apaise. Quand on a la maladie, quand on est malade, il faut éviter d'être submergé par la douleur. Il faut se nourrir
de conditions de bonheur. On peut sourire. Là, maintenant, on peut sourire. Pourquoi est-ce qu'on ne sourit pas? Même si on est malade, on peut peut-être sourire. On peut regarder et admirer le ciel bleu. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas le ciel bleu? Pourquoi pas? On peut admirer les arbres, les feuilles. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire? On peut respirer par nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on ne respire pas paisiblement et dans la détente? On n'a pas besoin d'attendre de devenir aveugle pour profiter de nos yeux. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir perdu l'odorat pour se réjouir de notre nez, pour apprécier notre nez. Il ne faut pas attendre de ne plus pouvoir marcher avant d'apprécier nos jambes. Il faut pouvoir profiter de toutes ces belles conditions à chaque moment de notre vie. Souvent, on prend pour acquis tout ce qu'on a. Mais avec la pratique, on revient et on peut reconnaître même les petites choses. Et beaucoup de petites choses, ça devient une grande chose, une grande condition de bonheur dont on peut profiter. Et on n'a pas besoin de se presser. On n'a pas besoin d'être pressé que la maladie s'en aille. Ça prend du temps et il faut s'autoriser à prendre le temps de surmonter la maladie. Et avec un esprit paisible, ça nous aide également à guérir. Avec un esprit sans peur, ça nous aide également à surmonter la maladie. Donc ça, c'était la réponse à la deuxième question. La première question, c'était la différence entre la conscience mentale et manas. Manas vient de la conscience du tréfonds, comme j'ai expliqué. Et Manas revient pour embrasser la conscience du tréfonds et ne permet pas à cette conscience du tréfonds d'être libre. Par exemple, je veux vraiment offrir cette fleur à moi-même ou à quelqu'un d'autre, à ma sœur. Mais à cause du Manas, Manas veut garder cette fleur. Donc Manas ne va pas m'autoriser à offrir la fleur à ma sœur. Parce que Manas s'accroche à cette fleur et donc empêche ma compassion de se manifester. Mais quand j'offre cette fleur à ma sœur, alors la compassion, la bienveillance se manifeste. Et quand elle se manifeste, on appelle ça une formation mentale. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Quand quelque chose se manifeste déjà, on appelle ça une formation mentale. Quand cette formation mentale n'est pas encore manifestée, on ne l'appelle pas une formation mentale. Peut-être la compassion, la bienveillance sont présentes, mais elles restent sous la forme de graines dans la conscience du tréfonds. Elles ne sont pas encore manifestées. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, même si elles ne sont pas encore manifestées. Est-ce que vous comprenez? Manas a la tendance de nous arrêter, nous empêcher de faire de bonnes choses. Et quand Manas est complètement transformé, on n'appelle plus Manas. C'est comme la vigne ou les lianes.
ou le lierre qui vient de l'arbre, et qui monte et qui fait le tour de l'arbre, et qui s'accroche à l'arbre, et qui, des fois, affaiblit l'arbre, et des fois peut même tuer l'arbre, parce que ce lierre ou ces lianes affaiblissent l'arbre et l'empêchent d'être libre. Et l'arbre ne peut plus se manifester en tant qu'arbre à cause de ce lierre, à cause de ces... Et c'est la même chose avec Manas. Manas s'accroche à la conscience du tréfonds et empêche la conscience du tréfonds de se manifester joliment. On veut espérer, on veut pardonner à cette personne, mais on a la peur. On a la peur du fait que si on pardonne à cette personne, peut-être elle va continuer à faire quelque chose de nuisible pour nous. Et donc, à cause de ça, on ne veut pas pardonner à cette personne. Et donc, à cause de cette peur, le pardon n'a pas la chance de se manifester, parce que Manas l'en empêche. Parce que Manas a peur que si vous pardonnez à cette personne, elle va recommencer cet acte nuisible. Et du coup, Manas nous empêche de manifester ce pardon. Mais si Manas est transformé, alors la conscience du tréfonds est libre et permet au pardon de se manifester. Et lorsque le pardon se manifeste, il a la possibilité de se manifester, on l'appelle formation mentale. Donc ça, c'est la différence entre une formation mentale et Manas. Et c'est la différence entre la conscience mentale, Manas, et la conscience du tréfonds. C'est suffisamment clair? Est-ce que c'est clair, grande sœur? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut s'arrêter ici. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que la pratique quotidienne, la pratique fondamentale peut nous aider à transformer Manas pour que nos qualités, nos belles qualités puissent se manifester et que la vision profonde, la compréhension puisse apparaître en nous et que nous voyons notre potentiel d'être un Bouddha, nous voyons ces qualités, ce potentiel en nous. Alors nous arrosons cette graine d'éveil tous les jours pour pouvoir devenir un Bouddha, des Bouddhas. Le Bouddha n'est pas quelqu'un de très éloigné de nous, mais le Bouddha est en nous. Nous avons juste à le laisser se manifester. Et quand le Bouddha se manifeste, nous savons quoi faire. Et nous savons ce que nous ne devons pas faire. Et nous sommes en sécurité, en paix et heureux. S'il vous plaît, n'attendez pas d'être complètement transformé, que notre souffrance soit complètement transformée pour être heureux. Même pendant qu'on souffre, on peut se réjouir, on peut avoir du bonheur. Donc s'il vous plaît, profitez de ça, vous cultivez votre bonheur, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Si vous pouvez vous transformer, alors vous savez que d'autres personnes peuvent se transformer aussi. Vous avez cette capacité à vous réjouir de ce qui est là, vous pouvez aider d'autres à le faire aussi. Merci beaucoup pour votre soutien. Nous allons écouter 3 sons de la cloche.